chers compatriotes, aujourd'hui la France... L'association Solidarité. Le crime organisé. Chi come noi hanno sempre combattuto. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à VHTL, à RCFM et à notre émission Contrasto, élaborée en partenariat avec Corse Matin. 34 ans d'existence, l'équivalent d'une génération, et un rôle qui s'est affirmé de plus en plus jusqu'à devenir un élément incontournable de la politique de décentralisation. Les chambres régionales des comptes participent dans leur domaine d'intervention à la bonne marche des collectivités, même si celles-ci n'apprécient pas toujours leurs investigations et leurs rapports. Alors, pour parler de ces rapports avec les collectivités territoriales, mais aussi du travail effectué et de l'évolution de son rôle, nous recevons aujourd'hui Jacques Delmas, le président de la Chambre régionale des comptes qui est basée à Bastia. Jacques Delmas, bonsoir. Bonsoir. Et merci de votre participation. Vous êtes le bienvenu sur ce plateau, même si vous avez eu un peu de mal à y arriver à cause des intempéries. Alors, vous avez été nommé en 2014, en mars 2014. Vous étiez auparavant en Île-de-France et, curieuse coïncidence, vous revenez dans l'île où vous avez débuté votre carrière il y a une vingtaine d'années. Vous y aviez d'ailleurs exercé de 1994 à 1997. Alors, mes confrères qui vous interrogeront ce soir ne devaient pas être les mêmes. Anne Chabanon de Corse Matin, pour qui c'est une première. Bonsoir Anne et bienvenue à vous. Bonsoir. Et Jérôme Souzine qui est maintenant un vieil habitué de RCFM et que je salue. Jérôme. Bonsoir. Alors on commence par l'actualité avec ce procès des gîtes ruraux dans lequel sont impliquées 24 personnes, parmi elles des élus de premier plan, dont le député Paul Jacob, alors sans évoquer évidemment le dossier spécifiquement. Ces affaires de corruption, de malversation, de détournement de fonds publics se multiplient. Alors est-ce que ce type de délinquance s'accroît ou est-ce que c'est la justice qui s'y intéresse plus, ce qu'elle ne faisait pas forcément auparavant? Je pense que c'est surtout l'intérêt que portent les gens à ce genre de situation. Je pense qu'il y a un degré d'exigence dans la population qui augmente et je crois qu'effectivement on s'intéresse beaucoup plus. C'est un phénomène, j'allais dire, qu'on malheureusement on a constaté. Les chambres s'intéressaient il y a une vingtaine d'années, s'intéressaient beaucoup à ce qu'on appelait les manquements à la probité. On avait transmis beaucoup de dossiers. Moi-même, au cours de ma carrière, j'en ai transmis quelques-uns. Et c'est vrai que ça avait été un petit peu, à la fin des années 90, on avait un petit peu laissé tomber ce point parce que certains élus, à juste titre, commençaient à trouver que chaque fois qu'on ouvrait un contrôle, c'était comme si on allait chercher des coupables et comme si on allait chercher des corrompus. Ils commencent à dire que, à juste titre d'ailleurs, que si quelques-uns étaient corrompus, ce n'est quand même pas la majorité, loin s'en faut, des élus. Donc ça avait été un peu tombé et c'est vrai que depuis quelques années, l'ensemble des chambres, pas seulement d'ailleurs la Corse, il ne faudrait pas croire qu'il y a un microclimat en Corse, mais l'ensemble des chambres s'intéressent à ce domaine à nouveau. Alors c'est vrai que l'actualité montre que nous avons, il y a eu un certain nombre de dossiers transmis et la Chambre de Corse n'est pas totalement inactive en ce domaine. Mais je tiens à faire passer quand même le message que la Chambre n'est pas un auxiliaire de la justice et que ce n'est pas notre rôle, c'est une conséquence. Mais vous notez une augmentation des infractions. On ne parle pas d'erreurs là, hein, ça peut arriver, les erreurs de gestion, mais des infractions et des malversations. Vous notez une augmentation de ce genre de délit ? Alors on note certainement, en tout cas, un regard plus acéré sur certaines choses qui peut-être à une époque, on était peut-être moins regardant, si je puis dire. En tout cas, on avait peut-être le regard un peu moins acéré. C'est vrai que nous, ce que nous transmettons quand nous le faisons, ce sont des faits. Alors, on ne peut pas les qualifier puisque ce n'est pas notre rôle. Nous transmettons des dossiers pour lesquels on a des faits que l'on considère comme essentiellement, c'est surtout un délit de favoritisme que nous constatons, parce que malversation, ça implique quand même d'aller rechercher très très loin ce qu'on ne peut pas faire juridiquement, de savoir s'il y a enrichissement personnel ou pas. Là, on s'arrête aux frontières, on constate un certain nombre de faits. C'est vrai que c'est essentiellement dans les marchés publics que nous voyons ça, où on a le sentiment que des entreprises peut-être bénéficient de manière trop fréquente ou alors de manière récurrente, dans des conditions parfois contestables, l'attribution de certains marchés. Alors justement, sur ce constat, puisque vous étiez déjà en Corse il y a 20 ans, est-ce que vous avez, en repartant de Corse et en y revenant, constaté une évolution, que ce soit alors, là où vous avez exercé votre mission en Île-de-France ou depuis 2 ans que vous êtes revenu sur le territoire insulaire? Est-ce que les choses ont évolué? Dans quel sens ?
Alors, c'est très difficile de comparer deux périodes de sa vie, parce que dans un cas, j'étais magistrat, j'instruisais des dossiers, donc j'avais une vision assez partielle, en tout cas sur certains dossiers, alors que là, je n'instruis plus et j'ai une vision un peu plus globale. Donc ça m'est toujours un peu difficile de comparer ces deux périodes pour ce qui me concerne. Je pense évidemment qu'il y a des évolutions, ça on ne va pas le nier. Je pense qu'il y a une très grande professionnalisation, notamment de la fonction publique territoriale. Si on reprend, alors on ne va pas faire l'historique, vous parliez de la naissance et de la jeunesse des chambres régionales des comptes, mais je me souviens, au début des années 80, on parlait de la fonction publique communale, et quand on prononçait ce terme, quand on venait de l'État, c'était vraiment avec une certaine commisération, c'était presque péjoratif, c'était une petite fonction publique, on faisait fonction communale parce qu'à la limite, on n'aurait pas pu faire autre chose. C'était un peu péjoratif et c'était certainement une pensée complètement nulle. Mais aujourd'hui, on ne le peut plus l'avoir parce que véritablement, il y a une amélioration, une élévation des compétences des cadres qui travaillent dans les collectivités locales. Et forcément, ça rejaillit sur la gestion en elle-même. Les élus s'entourent de cadres qui sont maintenant beaucoup plus compétents et nettement plus compétents même. Pardon. Est-ce qu'il n'y a pas eu, effectivement, 20-25 ans, depuis cette période-là, un élément qu'on pourra dire attire, qui est un élément déclencheur du développement aussi, qui est le PEI. Est-ce que le PEI, ça n'a pas été un élément, on parle de marché public, c'est ce que vous évoquez là à l'instant, ça n'a pas été l'élément nécessaire, économiquement parlant, politiquement aussi également, mais peut-être un petit peu un outil nouveau qui pouvait amener à des... pas malversation, diriez-vous, mais au moins mauvaise gestion. L'effet PEI. Alors, l'effet PEI. L'effet PEI est très difficile à mesurer. Il est clair qu'il y a une injection prévue de 2 milliards d'euros sur 15 ans, prolongée maintenant. Et la question est effectivement, que s'est posée la Cour des comptes dans son examen sur le PEI, c'est est-ce que ça a eu un effet... Est-ce que c'est un effet d'aubaine pour les entreprises? Est-ce que ça va développer le marché, le tissu? Est-ce que ça va apporter ce pourquoi c'est fait, puisque c'est un programme exceptionnel d'investissement? C'est pour combler un retard qui était annoncé pour l'île, pour la situation de la région. Est-ce que les entreprises en ont profité pour augmenter leurs marges? Tout ceci, c'est très difficile, mais... Il est probable qu'il y ait un peu tout cela. C'est vrai que dès lors que vous déversez une somme d'argent qui n'est quand même pas négligeable sur un terrain qui est quand même assez restreint et d'entreprises assez peu nombreuses, il est possible qu'il y ait quelques facteurs déclenchants pour là-dessus. Mais encore une fois, il faudrait qu'on ait des éléments, il faudrait qu'on ait des preuves, il faudrait qu'on ait les dossiers. Donc, en tout cas, il y a une chose qui a changé à la Cour des comptes tabassière, à la Chambre régionale des comptes, pardon. C'est la nomination d'un procureur financier. C'est la première fois, je crois, que la CRC dispose d'un procureur financier. C'était indispensable? Alors, c'était indispensable, effectivement, à un moment donné. C'est vrai qu'à la création de la Chambre, on avait ce qu'on appelait à l'époque un commissaire du gouvernement. Le procureur financier, c'est la nouvelle appellation. C'est vrai que pendant très longtemps, on avait un commissaire du gouvernement partagé avec Marseille, et donc il avait un certain temps. À un moment donné, je pense qu'il y a eu ce besoin, certainement, qu'il y ait sur place un procureur financier qui permette de travailler peut-être plus au contact des certaines réalités. Je pense qu'effectivement, être assez loin, moi-même, j'ai toujours été surpris à une certaine époque, il y a 20 ans, de voir notre commissaire du gouvernement, on lui envoyait les rapports, il concluait sur ces rapports, il se faisait communiquer certaines pièces. Je trouvais ça un tout petit peu hors sol. Et je pensais qu'il fallait avoir quelqu'un à proximité pour échanger aussi. C'est aussi un contact avec l'extérieur. Et c'est vrai que ça développe aussi les relations avec d'autres administrations, ce qui n'était pas le cas. Ça veut dire, pour parler très clairement, que le pouvoir politique a considéré que l'argent public qui était injecté en Corse dans les collectivités pouvait attirer la convoitise du grand banditisme, notamment. Absolument. Il sert à ça, le procureur financier? Non, le procureur financier, là c'est le terme qui fait, comme on dit, c'est un faux ami. C'est-à-dire qu'on met procureur et financier, donc on a l'impression que c'est un procureur de la République. Déjà, c'est vrai que quand on parle de la Chambre, on dit qu'on est des magistrats. Donc ça renvoie à une image. Le magistrat... C'est une juridiction en plus. Voilà, c'est une juridiction. Ce magistrat, on se dit, sont des gens qui jugent des affaires, qui sanctionnent ou bien qui tranchent des litiges. En fait, on est magistrat parce qu'on juge des comptes. Alors, c'est une bizarrerie issue de l'Ancien Régime. On juge des comptes, on dépose des comptes, on juge des comptes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on regarde les comptes et on demande au comptable public
ce qu'il a fait et s'il a effectivement commis certaines erreurs, c'est-à-dire qu'il a payé ce qu'il n'aurait pas dû ou s'il n'a pas encaissé certaines sommes, on le met en débet et le débet, c'est payer de sa poche la somme qui a été régulièrement. Donc c'est cette activité-là qui est juridictionnelle, qui nous donne la qualité de magistrat et qui nous confère, il est vrai, dans le paysage, une totale indépendance. Mais à côté de ça, on a des procédures qui sont beaucoup plus proches des corps d'inspection, comme l'inspection des finances, comme l'inspection des affaires sociales. On est plutôt sur ce régime-là. Donc notre rôle principal, c'est de faire des rapports et de porter à la connaissance, on a parfois un peu le même métier, porter à la connaissance du public, de rendre clair, lisible, intelligible, des choses qui sont parfois techniques et complexes. Alors justement, ce qui pourrait intéresser les gens qui nous regardent, c'est peut-être de savoir comment vous procédez dans vos choix d'investigation. Il y a des démarches que vous faites, qui émanent de votre juridiction. Il y a des saisines qui sont faites aussi de collectivités, on l'a vu dernièrement pour la fameuse ardoise de 100 millions d'euros de la CTC. On ne peut pas dire non plus que tout ça c'est un hasard. Il n'y a pas dans les choix que vous faites, vraisemblablement, voilà, une pioche que l'on fait à un moment donné pour aller à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Comment ça se passe Très bien. Alors effectivement, là aussi la grande différence avec les autres ordres de juridiction administrative ou judiciaire, c'est que nous choisissons. C'est nous qui fixons le programme de contrôle. C'est pas assez proche d'ailleurs de ce que font les corps d'inspection. Donc c'est la mission du président de la Chambre, c'est la prérogative la plus compliquée qu'il est, la plus complexe, c'est de déterminer à la fois les organismes qui vont être contrôlés et de donner un sens, si vous voulez, au programme. Parce que c'est vrai que comme vous dites, on ne met pas un contrôle parce qu'on a envie de faire du chiffre, il faut qu'on en fasse tant, on va rendre tant de contrôle. On a une certaine logique et moi, effectivement, je m'inscris dans une certaine démarche. Alors, je veux m'en expliquer, même si on ne communique jamais sur le programme, je pense que c'est utile de savoir ce que l'on fait. Donc, depuis quelques années, nous avons ce qu'on appelle des formations interjuridictions, c'est-à-dire des enquêtes nationales où toutes les chambres, ou plusieurs chambres, les chambres et la Cour des comptes, contrôlent un certain nombre de thèmes. Donc on a des réunions périodiques, 3 par an, à la Cour des comptes, où l'ensemble des présidents de Chambre régionale des comptes et des présidents de la Cour des comptes, de Chambre de la Cour des comptes, se réunissent et déterminent des contrôles qui pourraient être faits. Dans ce vivier, parce qu'il y en a au moins 15 à 20 enquêtes en cours, je choisis celle qui me paraît la plus appropriée à la région. Donc, par exemple, j'ai souhaité qu'on s'inscrive dans une enquête sur les politiques en faveur du tourisme. Il paraît délicat que la Corse ne soit pas dans cette enquête-là, en vue d'un rapport qui sera un rapport thématique, qui sera rendu certainement en 2018. Et donc, je détermine dans ce cadre-là un certain nombre d'organismes qui pourraient répondre à cette enquête en fonction des items qui pourraient être faits. Donc, systématiquement, on est dans une enquête nationale. On a aussi, vous le savez, un rapport public annuel sur l'état des finances publiques locales et il y a un thème qui est déterminé et je détermine dans le cadre de ce thème quelle collectivité pourrait répondre à ce critère. Et puis effectivement, on a après un certain nombre d'autres contrôles et là il faut choisir des collectivités, des organismes. Alors le choix se fait de manière assez simple. D'une part, depuis combien de temps avons-nous contrôlé on essaye de prendre les plus grandes collectivités, en tout cas celles qui sont les plus significatives. On ne va pas s'intéresser à une commune de 50 habitants. C'est quand même il y a quand même pas mal de rapports de petites communes. Ouais. Oui, mais pas de 50. Mais oui. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas dans notre radar. Mais effectivement, on essaye d'aller sur certains domaines. Et j'essaie de choisir effectivement celles pour lesquelles on n'a pas été voir depuis longtemps. Et puis on essaie d'avoir aussi un regard par rapport à la complexité territoriale pour ne pas donner le sentiment qu'on est toujours dans une région, dans une micro-région. Et puis il faut bien le reconnaître aussi, on évite de mettre la même couleur politique sur une année, ça pourrait laisser... Il n'y a pas de contrôle d'opportunité. Jamais. Jamais. Et à contrario, il y a une absence de contrôle d'opportunité. Par exemple, c'est rare qu'avant les élections municipales, vous publiez des rapports sur les grandes villes. Exactement. Ce qui est vrai, c'est que la loi, il est rare, c'est la loi, nous interdit de publier un rapport 3 mois avant une élection. Alors, c'est un débat qui avait existé à une certaine époque. Il y avait les tenants du pour, se disant, après tout, notre rapport peut tomber à un moment donné. Pourquoi pas éclairer les gens à un moment donné où il y a une élection, de ce qui se passe dans une commune, dans un département, dans une région. Et d'autres qui disaient, on n'a pas à s'immiscer dans un débat politique. Est-ce que c'est pire s'il tombe 3 mois avant ou 3 mois après, selon vous? Parce que quand ça tombe après, c'est pas mal aussi pour la mandature qui suit. Mandature, on comprend de quoi il s'agit. Bien sûr. Nous, on n'est pas sur ce tempo-là.
On vient conforter finalement. Oui, ça dépend. Des fois, ils sont très favorables à l'équipe sortante. Mais vous peuvent être, dans certains cas, des situations peuvent être très favorables. Et un rapport n'est jamais... un rapport est toujours nuancé. On met en avant des choses positives et des choses négatives. On ne retient que l'écume, c'est ça un petit peu le problème d'un rapport. Bon, chacun fait son métier, évidemment. Voilà. Les auditeurs et les téléspectateurs et les lecteurs retiennent aussi ce qu'on peut leur donner. Vous ne regrettez pas justement que l'on ne retienne que les conclusions ou la phrase qui fait mal ? J'allais dire que malheureusement c'est l'exercice. Alors c'est vrai qu'on a une vraie difficulté et on essaye de pallier, c'est à qui écrit-on et pour qui écrit-on. Est-ce qu'on écrit pour les élus? Est-ce qu'on écrit pour la technostructure qui a besoin d'avoir quelques indications? Est-ce qu'on écrit pour les journalistes? Est-ce qu'on écrit pour la population? Philippe Seguin avait une expression en disant, il parlait du passant de la rue Cambon. Il disait, vous écrivez pour le passant de la rue Cambon. Donc maintenant, je l'ai adapté au local. C'est le siège de la Cour des comptes. Moi, voilà, le siège de la Cour des comptes, et je dis, nous écrivons pour le boulevard Paoli, excusez-moi d'être Bastiais. Mais voilà, effectivement, on essaye de s'adapter. Mais de temps en temps, c'est vrai que quand on voit ce qui ressort de nos rapports, on se dit, il y a peut-être autre chose, et ça nous renvoie, est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose dans l'écriture? Vous parlez, pardon, d'échéance électorale, mais juste une petite incise. Il y a eu ce pré-rapport, qui n'est pas un rapport définitif, sur justement la fameuse ardoise de la CTC, qui a fuité. Ça aussi, on pourra peut-être en parler, qui a fuité à un moment donné, et qui la fuite quelques mois avant, non pas une échéance électorale, mais un procès. En l'occurrence, celui des gîtes ruraux qui s'ouvre à Bastia, qui s'est ouvert cette semaine, et qui ne concerne pas la collectivité, puisqu'on est sur l'ancien Conseil général de Haute-Corse. Est-ce que là aussi, c'est pas embêtant, dommageable au sens propre du terme, peut-être? Nous, on est toujours chagrinés quand un rapport fuite. On n'y a aucun intérêt à ce que ce rapport fuite, on n'aime pas. En plus, vous parlez de la collectivité territoriale, ce rapport, est-ce que vous appelez pré-rapport, et c'est vrai que pourquoi c'est une bonne appellation. Nous, on l'appelle un rapport d'observation provisoire, mais le terme pré-rapport me paraît aussi correspondre à ce qu'il est, c'est-à-dire que ce n'est pas encore un rapport définitif, et il mérite d'être porté à la connaissance. C'est l'analyse que fait la Chambre régionale des comptes sur une situation à un instant T, et qui mérite une contradiction. Et une contradiction à la fois de l'ordonnateur actuel, de l'ancien ordonnateur, et ce qu'on appelle, nous, les tiers concernés. Et c'est à partir de ces réponses que, d'ailleurs, nous commençons à recevoir, que nous allons travailler, et nous pouvons corriger tel ou tel terme, tel ou tel propos, telle ou telle analyse en fonction de ce qui sera dit. Et en tout cas, on mettra à minima les positions des uns et des autres pour que tout le monde ait la connaissance du dossier. Mais effectivement, pour nous, c'est toujours très, très ennuyeux quand ça sort. Alors, puisque Anne a abordé le sujet, on continue sur ce rapport de la Chambre des comptes. Il est écrit à un moment donné qu'il s'agissait d'une volonté de dissimuler les réalités des comptes. Vous confirmez bien? Je ne peux pas parler sur un rapport provisoire. Vous attendez quand? Vous vous exprimerez là-dessus? Vous avez eu déjà les réponses de Paul Jacob? C'est ouvert, là aussi, je ne peux pas. Tant qu'on est dans l'instruction, on ne communique pas sur l'instruction. Il faut peut-être expliquer le système. En fait, oui, vous communiquez en fait à la collectivité qui doit elle-même se prononcer dessus. Vous attendez des réponses. On en est où dans ce processus? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on va peut-être évoquer rapidement la procédure. On comprenne, oui. Voilà. Une fois que le programme est décidé, le président décide du programme et l'affecte à des magistrats. Dans le cas d'espèce, sur la demande de la motivée, effectivement, le président du Conseil exécutif a souhaité que la Chambre se prononce sur un certain nombre d'items. J'ai décidé, parce que je pouvais refuser, ce n'est pas une obligation, il n'y a pas une saisine, on n'a pas compétence liée, j'ai décidé d'accepter et de répondre à cette demande qui me paraissait légitime, et je pense qu'il fallait le faire. Donc, on a souhaité y répondre et on l'a fait dans un délai très très court. Je voudrais remercier à la fois l'équipe d'instruction qui a énormément travaillé et les services de la collectivité qui, là aussi, ont répondu à toutes nos questions et on les a surchargés de demandes et ils ont fait un excellent travail dans un délai très court et je voudrais quand même publiquement les remercier. Ceci dit, une fois qu'on a fait donc ce rapport, il y a une instruction, il y a un rapport d'instruction qui est déposé et l'ensemble des magistrats délibèrent et décident d'écrire un projet et de retenir un certain nombre de choses. Donc c'est le rapport d'observation provisoire qui est adressé à la fois à Gilles Simeoni, à Paul Jacob et des extraits
à, j'allais dire, tous ceux qui sont plus ou moins mentionnés, afin qu'ils puissent s'exprimer sur ce rapport. Nous attendons les réponses, nous en avons reçu quelques-unes, il nous en manque d'autres. Quand nous aurons, ils ont un délai de 2 mois, donc à partir de la notification, donc le délai de 2 mois n'est pas encore arrivé à son terme. Donc quand nous aurons reçu toutes les réponses, ou quand le délai de 2 mois sera arrivé à son terme, nous ferons un autre rapport qui s'appelle rapport d'observation définitive, de réinstruction, et nous adresserons aux deux, l'ancien ordonnateur et l'actuel ordonnateur, et ils ont encore 1 mois pour nous répondre. S'il n'y a pas de réponse de l'un ou de l'autre, qu'est-ce qui se passe? On attend un mois. Il peut y avoir de la coercition. Alors, non. Ils ont 1 mois pour nous répondre. C'est-à-dire qu'ils vont nous donner leur réponse par rapport à notre rapport définitif. S'ils ne répondent pas? Parce qu'apparemment, ça traîne là dans la... Non, ça ne traîne pas du tout. On est dans la première phase. Ils ne sont pas dans les 2 mois. Les 2 mois ne sont pas arrivés à leur terme. Donc, ils ont répondu. Moi, je ne vous cache pas que les 2 ont répondu. Donc nous sommes en train d'analyser les réponses. Nous allons évidemment en prendre acte, en considération, modifier ce qui doit être modifié, corriger ce qui doit l'être, et prendre en considération les réponses si nous ne partageons pas les analyses qui nous sont proposées. Jacques Delmas, le préfet vous défère systématiquement le budget de la collectivité territoriale? Pas systématiquement. Il le fait chaque année. Il ne défère pas le budget. Vous n'examinez pas le budget, le contrôle de légalité? Alors, le contrôle, d'abord, c'est un contrôle... Il passe aussi par vous. Non, le contrôle de légalité, c'est le préfet, et le contrôle budgétaire, c'est le préfet. Si dans le cadre du contrôle budgétaire qu'il est amené à faire, il constate, alors il n'y a que quelques cas, soit que le budget n'est pas voté, soit qu'il est voté en déséquilibre apparent, soit qu'il est voté en déséquilibre réel, c'est-à-dire que les recettes et les dépenses n'ont pas été évaluées de façon sincère, à ce moment-là, il saisit la Chambre. Là, on a une compétence liée, c'est vrai, une saisine. Et on a 1 mois pour rendre un avis budgétaire. Vous n'aviez pas été saisi sur celui-ci? Non, on n'avait pas été saisi sur le budget. Juste, Jacques Delmas, 2 mois pour instruire un tel dossier, c'est rapide quand même. On vous a beaucoup aidé d'un certain côté pour vous fournir les éléments? Oui, 2 mois sur le dossier. Sur l'instruction de la Chambre, de la gestion de l'ancienne mandature, les sommes qui aboutissent à ces 100 millions d'euros. Ah mais il y a eu un énorme travail. Je peux vous dire qu'il y a eu un paquet d'heures consacrées par l'équipe d'instruction qui a énormément travaillé. Ils n'ont pas compté leurs heures. Et il faut dire aussi qu'à la collectivité, et je remercie l'ensemble des fonctionnaires qui ont contribué, il y a eu véritablement, chaque fois qu'on avait une question, ils nous ont répondu. Et je pense que là aussi, les heures n'ont pas été comptées. Il y a un accès facile aux données. Ah oui, de toute façon, on a un accès total. Et là, on a joué la totale transparence et on a eu une relation excellente. Comme c'est toujours le cas, on n'a jamais ici, en Corse, je n'ai jamais rencontré de difficultés dans le cadre des contrôles. À plusieurs reprises cette année, la Cour des comptes, cette fois-ci, rue Cambon, s'est saisie de dossiers qui concernent la Corse, notamment sur l'utilisation des fonds du PEI et puis également sur les dérogations fiscales dont l'île bénéficie, les tabacs et les alcools. Pourquoi est-ce que c'est la Cour des comptes qui s'est saisie de ces dossiers et pas vous? Alors, 2 choses. Sur le PEI, c'est ce qu'on appelle une formation interjuridiction. C'est-à-dire que, vous parliez d'évolution, depuis 34 ans, on l'a fait. Philippe Seguin avait ressenti ce que nous ressentons tous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un flux financier, il va de l'État à des collectivités à des tiers. Et donc, la Cour des comptes est compétente pour tout ce qui est financement de l'État, et pour tout ce qui est financement collectivité locale, c'est la Chambre régionale des comptes. Et donc, le Code des juridictions financières a été modifié et permet effectivement de créer une formation interjuridiction qui associe la Cour des comptes et ou une Chambre des comptes. Dans le cas d'espèce, c'est la Chambre régionale des comptes de Corse et la Cour des comptes qui ont travaillé sur le PEI avec 2 magistrats qui ont instruit et gros travail de la part de ces deux magistrats sur ce PEI et la Cour des comptes parce que c'est un financement État et que nous on n'est pas compétents pour regarder comment procède l'État. Ce rapport n'a pas fait polémique, mais l'autre en revanche, oui, beaucoup plus. Oui, mais c'est un rapport qui concerne l'État. C'est un rapport d'opportunité? Non, pas du tout. Non, parce que comme il y a une proposition fiscale concernant les arrêtés MIO, on s'est dit, tiens, la concomitance est un peu étonnante, quoi. Alors, oui, c'est toujours, constater qu'il y a toujours, les gens sont toujours étonnés. Un jour, j'avais un élu qui me disait, ça arrive un moment, au moment où les élections, on est toujours entre 2 élections. Il faut comprendre que notre temps n'est pas celui de l'actualité. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, le programme 2017, il est quasiment achevé, il va commencer en 2017. Vous n'aurez les résultats, et vous ne connaîtrez les résultats qu'au plus tôt, on va dire, début 2019, pour certains, puisqu'il faut quasiment 15 mois pour que ça soit porté à la connaissance du public
Si vous regardez toutes nos procédures, on est dans un délai moyen, toutes les chambres, on ne peut pas faire autrement, de 15 mois. Il y a l'instruction, il y a les 2 mois qu'on laisse pour la première contradiction, il y a le mois qu'on laisse pour la seconde contradiction, et ensuite, pour terminer sur la CTC, par exemple, une fois que les élus ont répondu ou pas, une fois que le délai est passé d'1 mois, nous retransmettons ce rapport, à charge pour eux de l'inscrire à la prochaine assemblée délibérante. Et là, certains peuvent jouer la montre et le retarder. Donc souvent, on est à 15 mois. Dans le cas d'espèce, c'est un contrôle qui a commencé en 2015. Parce que, j'étais informé évidemment de l'existence de cet examen qui porte sur l'action de l'État en matière de recouvrement de l'impôt. Donc ça ne concerne pas la CTC. Et donc ça concerne véritablement la Cour des comptes. Après, que ça tombe à un moment donné qui vous paraît assez bizarre, ça, c'est pas le choix. La Cour des comptes n'est absolument pas sur le tempo. On ne joue pas à ça. Il n'y a pas une volonté d'influer, parce que dans un récent entretien encore ce matin, Didier Migaud, qui est le président de la Cour des comptes, déclarait qu'il était frappé par le niveau des dépenses publiques et les résultats obtenus. Elle ne sort pas un peu de son rôle, là, la Cour des comptes ? Pourquoi elle sortirait de son en disant que voilà, cette politique ne valent rien, il faut changer de politique. C'est pas son rôle, c'est de contrôler, voir s'il n'y a pas de dérive financière, s'il n'y a pas de... Vous n'avez pas l'impression d'intervenir dans le débat politique, là ? Écoutez, si on peut être un acteur de la démocratie, tant mieux. Débat politique, je ne pense pas. C'est notre rôle, effectivement, de regarder et d'analyser, de porter à la connaissance de l'ensemble des acteurs les conséquences financières, que ce soit des déficits ou que ce soit les recettes. Donc dans le cas d'espèce, je ne pense pas que la Cour des comptes sorte de son champ de compétences, puisqu'elle est dans le domaine des finances publiques. Elle interpelle, effectivement, elle est une vigie, elle interpelle en disant les déficits, je rappelle qu'on a des engagements, notamment internationaux, et donc c'est de temps en temps utile que quelqu'un rappelle à ceux qui gouvernent ou aux élus qu'il y a des engagements et conséquences de ces choix. Quelle est comment ça se déclenche, vous nous l'avez expliqué, mais quel est le moment, ou si ça arrive ou pas d'ailleurs, où l'on passe d'une observation, de recommandation, à un transfert à une autre juridiction, ce qui peut arriver, non pas la porosité, mais la communication entre les deux. Est-ce que vous pouvez passer un dossier à un copain magistrat d'une autre juridiction, d'un autre type, ou est-ce que le copain magistrat est attentif à ce que vous faites aussi ? Alors, plusieurs choses. La première, les observations, les recommandations, c'est effectivement un aspect de notre travail. Après, vous parlez de la transmission, je pense, au pénal. C'est de ça dont vous faites... Bon. La transmission au pénal, ça se décide dans le cadre dans l'examen, il y a deux manières de transmettre. La première, c'est la Chambre qui décide. Ça se fait dans le cadre d'un délibéré. Et donc, l'ensemble de la Chambre, au vu du rapport, soit parce que le magistrat le propose, soit parce que quand on lit ce rapport, on se dit « mais là, pour nous, il y a quand même matière à transmettre au pénal », nous décidons de le faire. C'est l'article R241.5 du Code des juridictions financières. Et donc, à ce moment-là, il y a une transmission officielle qui est faite par le procureur financier, parce que le procureur financier est l'interlocuteur. Et quelle est la part des dossiers qui concernent la Corse depuis votre présidence, dirons-nous, qui ont fait comme ça la navette, le glissement? Alors, je ne sais pas s'il y a une part là-dessus. Ce que je peux dire, on ne communique pas trop là-dessus pour une bonne et simple raison, c'est que comme c'est lié à des délibérés, je ne pourrais pas vous dire tel dossier a été transmis, tel autre n'a pas été, puisque ce serait violer le secret du délibéré, ce qui est un manquement et une faute professionnelle grave. Mais par contre, c'est vrai qu'on va dire depuis 2014, on doit être à peu près à une quinzaine de dossiers. Mais par dossier, il faut entendre, par exemple, un marché public, une opération, et donc on transmet cette opération. Donc, pour une même collectivité, on pourrait avoir plusieurs dossiers. Donc ça ne veut pas dire qu'on a 15 collectivités ou 15 catégories qui sont concernées. Une dernière question avant de clore cette première partie d'émission. Votre prédécesseur notait que les collectivités insulaires se caractérisaient par des dépenses de personnel qui étaient plus élevées que la moyenne. C'est toujours le cas? Vous avez contesté? Oui. Oui, c'est vrai que c'est un constat de dépenses de personnel. On le constate dans nos dossiers. C'est un poste relativement important et parfois on a quand même quelques interrogations. On n'est pas totalement convaincu que ce soit efficient et on constate des évolutions frappantes parfois de recrutement avec des masses financières importantes. Et comment vous l'expliquez? Vous êtes un peu en train de dire que c'est très corse.
Non, on peut l'avoir ailleurs parce que la fonction publique territoriale a fortement augmenté. Pour longtemps, il y en a certains qui veulent un petit peu la raboter, donc. Mais enfin, pour l'instant, elle augmente, oui. Elle augmente. Politiquement parlant. Alors, elle augmente parfois pour de bonnes raisons, j'allais dire, parce qu'il y a des transferts de compétences. Et donc, quand il y a transfert de compétences, il y a des transferts de personnel qui sont avec. Malheureusement, parfois, on se n'est dubitatif sur les recrutements, les effectifs, et on n'a pas le sentiment que ce soit toujours efficient. Et si vous parlez de ce que disait notamment Didier Migaud, et c'est vrai que c'est aussi un credo des juridictions financières, il faut aller à l'efficience, c'est-à-dire rendre le meilleur service au coût le plus faible, parce que globalement, c'est pas qu'on veut tacler les dépenses de personnel parce que c'est idéologique, on n'est absolument pas dans l'idéologie, mais tout simplement parce que les dépenses de personnel, c'est le plus gros poste de dépenses dans une collectivité, et que dès lors qu'elles augmentent, en sachant que les recettes, elles, vont stagner, voire diminuer en fonction d'eux, parce qu'en matière de fiscalité, on commence à atteindre des montants qui sont quand même importants, ça veut dire qu'on touche à l'autofinancement. Et donc si on touche à l'autofinancement, c'est l'investissement qui peut en pâtir. Donc à un moment donné, il faut arrêter l'augmentation c'est la tendance qu'il faut arrêter. Voilà. Bien, nous arrivons à la fin de la première partie de l'émission. Votre contradicteur va maintenant nous rejoindre. Il s'agit de François Dominici, élu territorial, conseiller communautaire à la communauté d'agglomération du pays ajaccien, la CAPA, spécialiste des finances publiques. François Dominici, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté ce rôle. Vous voulez revenir, je crois, avec le président Delmas sur les rapports et la suite qui sont donnés au rapport des chambres régionales des comptes. Alors, je vous laisse débattre maintenant durant 10 minutes. D'abord, Monsieur Albertini, j'ai hésité avant de venir sur ce plateau, Monsieur le Président. Se débattre avec le président de la Chambre régionale des comptes, être le contradicteur, c'est pas facile. Surtout. Vous avez peur d'un contrôle ? Non, absolument pas. Surtout pour l'ancien comptable public que j'ai été, et vous le savez. Donc, je respecte beaucoup l'institution. Je la respecte parce qu'il est nécessaire qu'elle fasse ce travail, qu'elle soit présente. Cependant, Monsieur le Président, j'ai siégé longtemps à la collectivité territoriale de Corse. Et je n'ai cessé, pendant les 6 ans où j'étais à l'Assemblée, de dénoncer la réalité des résultats financiers que présentait l'exécutif en place à l'époque. Je suis même remonté jusqu'au rapport Virel, je veux dire au rapport de l'Inspection générale des finances, qui déjà mettait en évidence plusieurs éléments que vous soulignez d'ailleurs dans le rapport provisoire. Donc l'augmentation de la masse salariale, le fonds de roulement négatif, je dirais le non-rattachement des charges à la section de fonctionnement, à l'exercice pour lequel elles étaient constituées, le non-paiement des dépenses d'investissement, et je dirais que là le vocabulaire est important, et j'ai pu observer dans le rapport provisoire qui circule que vous avez rectifié le vocabulaire qu'on a entendu ici ou là pendant plusieurs mois sur le trou, la cavalerie, et j'en passe. Vous savez très bien que cela n'est pas possible dans une collectivité territoriale. D'abord parce que le comptable public y veille, et puis parce que vous seriez vigilant. J'ai été surpris que, bien qu'ayant dénoncé systématiquement le non-rattachement des charges à l'exercice, de l'absence régulière de la non-identification des restes à payer ou des restes à réaliser à l'investissement, jamais la légalité, le préfet, vous le disiez tout à l'heure, n'a cru devoir vous solliciter pour vérifier l'authenticité des comptes, la réalité des comptes. Et je dirais même que je suis assez surpris, et c'est parfois gênant, dans tout cela, il n'y a toujours qu'un seul coupable, c'est le comptable public. C'est toujours lui qui paye pour les autres. Alors que toutes les observations que vous faites, je dirais les recommandations pour le comptable public, ce sont des coercitions. Ce n'est pas, je dirais, des recommandations, ce sont des injonctions. Donc, toutes les recommandations que vous faites, j'en ai lu plusieurs sur plusieurs années, un certain nombre d'entre elles ne sont jamais appliquées. Peut-être laisser répondre M. Delmas. Voilà, je voudrais juste terminer. Et c'est là qui est vraiment le problème. On a l'impression qu'à un moment donné, l'élu, je suis un élu, je dis oui, c'est très bien, parfait, mais on verra plus tard.
Très bien. Mais écoutez, vous touchez du doigt, c'est vrai, un vrai problème. C'est parce que les recommandations, c'est quelque chose d'assez récent. Ça a 2, 3 ans, 4 ans, tout au plus. C'est vrai que là aussi, c'était une volonté des juridictions financières, à la demande des élus, en disant c'est très bien, vous nous dites, vous critiquez, mais que doit-on faire? Et donc, on a formulé ces recommandations. Et c'est vrai que si l'élu ne met pas en œuvre ces recommandations, il n'y a pas de coercition. Nous ne sommes pas une juridiction répressive. Donc, il n'y a pas de sanction. Tout à fait. Même si, à un moment donné, encore une fois, Philippe Séguin avait envisagé qu'il y ait une peine, enfin pas une peine, mais une sanction pour les ordonnateurs dans le cadre de défaillance de gestion. Mais bon, c'était un souhait de sa part. Je ne suis pas sûr que le Parlement aurait voté quelque chose dans ce sens. Par contre, la loi NOTRe a instauré maintenant l'obligation pour les assemblées délibérantes, pour l'ordonnateur, de présenter en assemblée délibérante ce qui a dû être mis en œuvre dans le cadre des recommandations. Et le président de la Chambre va... on va voir ce que je vais recevoir, parce qu'il y en a, pour l'instant, c'est tout récent. Donc, c'est pour toutes les observations, les rapports d'observation qui ont été adressés après la promulgation de la loi, et il faut attendre 1 an. Et donc, au bout d'1 an, l'élu a une obligation de présenter en son assemblée délibérante. Et moi-même, je vais être amené à demander aux élus de me dire ce qu'ils ont mis en œuvre par rapport à nos recommandations. Et nous ferons une synthèse de ces recommandations qu'on doit présenter devant un comité régional pour dire voilà ce qui a été fait. Et ça sera communiqué à la Cour des comptes et ça fera l'objet d'un rapport. Donc, si on constate que rien n'est fait, on redira voilà, rien n'a été mis en œuvre. Dans tous nos rapports, on commence systématiquement par le suivi des recommandations. Tout à fait. Et on regarde. Je constate que de plus en plus, les élus commencent à nous répondre sur voilà ce qu'on a commencé à mettre en œuvre. Alors, des fois, ça prend du temps, ça commence. Nous-mêmes, on doit un peu perfectionner aussi l'écriture de ces recommandations. Parfois, elles sont un peu larges, des fois, elles sont un peu vagues. Souple. Comment ? Souple. Souple, si vous voulez, mais parfois, comme c'était les premières, bon, comme tout début, on commence, on tâtonne, on se rend compte après coup qu'elles n'étaient pas tout à fait. Et on a même commencé à faire dans nos rapports, vous constaterez, ce que l'on ne faisait jamais, c'est-à-dire d'une part les recommandations et des rappels à la réglementation. Souvent, on s'était dit, on ne va quand même pas rappeler à un élu qu'il faut respecter la loi. Ça fait mauvais genre, mais souvent, il y a des manquements à la loi. Alors, les manquements, soyons précis, ce n'est pas des manquements répréhensibles pénalement, mais on ne respecte pas les dispositions, on ne réunit pas, par exemple, comme il le faudrait, il n'y a pas suffisamment... Bon. Et là, on commence à mettre en œuvre ces rappels à la réglementation et on demande que ce soit vérifié. D'abord, dans vos rapports successifs, y compris le rapport de 2003 de l'Inspection générale des finances, l'utilisation de l'enveloppe de continuité territoriale. C'est une vraie manne, c'est de la trésorerie. Elle sert systématiquement, en fin d'année, à boucler la trésorerie de la collectivité, par exemple, et puis surtout à payer le premier trimestre de l'année qui suit. Or, c'est une recette affectée, elle doit être versée intégralement avant le 31 décembre. J'étais comptable public de l'Office des Transports, vous le savez, et j'y veillais. J'ai exigé systématiquement que ce soit reversé. Là, ce n'est jamais reversé, et c'est des sommes importantes. Vous avez des trésoreries qui parfois atteignent 40-50 millions d'euros en fin d'exercice, qui n'appartiennent pas à la collectivité. Et en face, vous avez les dépenses qui auraient dû être effectuées au profit de l'Office des Transports qui ne sont pas faites. Fait que tous les ans, on arrive à jongler avec cette manne, avec cette recette-là, qui fait que les comptes ne sont jamais justes. Donc moi, j'ai essayé modestement de monter au créneau. Alors j'embêtais tout le monde parce que je fouillais les comptes et surtout le compte de gestion. Vous le soulignez dans votre rapport. Quand on prend le bilan de synthèse du PE, on se rend vite compte de ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Et quand on prend les comptes de tiers, c'est encore pire, donc par technique. Mais celui qui doit intervenir à ce niveau, c'est le représentant de l'État. Jamais le représentant de l'État n'a dit le budget n'est pas sincère, le compte administratif n'est pas sincère, les comptes que vous présentez ne sont pas bons, il manque ceci, il manque cela. Ça passe. Alors après, vous êtes effectivement en bout de course, mais j'ajouterais que quand même, vous voyez toutes les pièces de dépenses, et vous avez fort bien souligné, comme d'habitude, le circuit du courrier. Quand il arrive dans une collectivité, quelle qu'elle soit, il est tamponné, date d'arrivée, il est transmis dans un service, date d'arrivée, et ensuite, il est exécuté ou pas.
Et c'est là qu'est le problème. Donc vous auriez dû, je pense, faire des observations à ce moment-là et peut-être aller plus loin. Alors, ça m'est très difficile de parler d'un dossier qui est au stade du provisoire, encore une fois. Oui, bien sûr, oui. Je ne peux pas répondre parce que il y a eu des réponses qui ont été faites, ces différentes remarques. Il va falloir qu'on les intègre, qu'on les analyse. Donc, je ne peux pas aujourd'hui m'exprimer sur ce que vous venez d'évoquer. Pardon, Monsieur le Président, ça a toujours été comme ça. Moi, je suis remonté à 2000, pas hier, à 2000. Mais, oui, mais là, je ne peux pas m'exprimer sur la collectivité territoriale et même sur l'enveloppe de la continuité territoriale, puisque c'est un des thèmes sur lesquels qu'on a abordé, sur lesquels on a écrit un certain nombre de choses, et qu'on sera peut-être amené à amender, à corriger ou à travailler. Enfin, je ne connais pas encore les réponses, et en tout cas, le projet qui arrivera, le rapport d'observation définitif, tiendra compte évidemment de l'ensemble des réponses qui seront produites. Donc pour l'instant, c'est un peu prématuré. J'ai mon opinion, vous vous en doutez. Je pense à un certain nombre de choses. Je pourrais m'en exprimer longuement le moment venu, quand le document sera rendu public. Et je le ferai peut-être éventuellement avec grand plaisir. Mais pour l'instant, c'est très prématuré de m'exprimer sur ce dossier. Eh bien, ce sera la fin de la deuxième partie de l'émission. Merci François Dominici. Je vais laisser maintenant mes deux confrères regagner leur place pour la troisième partie, après ce jingle, pour le débriefing. Et ce sera Jérôme Sousini qui donnera le premier son sentiment. Jérôme. Mon sentiment, c'est qu'on a en face de nous le représentant d'une institution qui pourrait être, pour comparer avec le football, le gendarme, la DNCG qui est gendarme du foot, et là c'est la Chambre régionale des comptes qui est un peu le gendarme des institutions de la Corse. Pas de permis de contravention. Hein. Voilà, alors donc c'est les institutions de la Corse, et c'est une institution qui est restée en Corse. On a imaginé à une époque qu'elle puisse quelque peu s'amenuiser, disparaître. Elle reste, et c'est une juridiction qui n'est pas d'exception, qui est une juridiction qui fonctionne avec un fonctionnement tout à fait réglementaire, réglé par un système commun, un système de droit commun. Finalement, par rapport à une sorte de période, on l'a beaucoup évoqué il y a 20 ans, il y a 25 ans, une sorte de période où on voulait mettre tout dans l'exception pour la Corse. C'était les rapports Glavani, c'était l'opération Manipoli, dit main propre, c'était les articles 40 à en pleuvoir et à en mourir qui se succédaient, et tout ça, ça donnait une espèce de bouillonnement pour un non-résultat finalement, pour une médiocratie qui n'a pas fait avancer la Corse. On est là dans un système donc qui est connu de tous, qui est communiqué, qui fait peut-être moins peur qu'à une certaine époque en tous les cas. On disait le rapport de la chose. Effectivement, il y a les recommandations qui sont aujourd'hui nécessaires, qui pointent quoi, ces recommandations qui pointent souvent des problèmes de sureffectif, de personnel. Alors c'est vrai qu'on est là en période de politique, il y a beaucoup de craintes en ce qui concerne du social, mais espérons que les gestionnaires de toutes nos collectivités, parce que ce sont nos collectivités, entendent parfois ces recommandations, et en espérant aussi que la Chambre régionale des comptes et ses magistrats puissent aussi entendre les difficultés d'un pays qui est en construction malgré tout, avec ses erreurs parfois. Anne, c'est à vous. Il y a deux parties quand on vous a face à nous. Il y a une partie émergée, hein, le personnage très bonhomme au sens noble du terme, avec un président de chambre des comptes qui est à l'aise et visiblement enclin à expliquer les rouages, la manière dont fonctionne l'institution dont on connaît finalement peu de choses, à expliquer dans les limites qui sont les vôtres, hein, qui vous sont imposées quelque part. J'aurais peut-être aimé, moi de mon côté, que vous puissiez évoquer aussi ce qui doit intéresser les gens, l'envers du décor, c'est-à-dire aussi ces relations que vous avez nécessairement avec les élus, que vous croisez, avec lesquels vous ne pouvez pas certainement aller parfois aussi loin dans l'échange que vous le voudriez parce que vous n'êtes pas des amis, mais que des liens doivent se tisser quand même. J'aurais aimé savoir peut-être aussi sur cette partie immergée de l'iceberg, si dans votre mission, vous avez ou pas subi des pressions, si c'est quelque chose dont on parle, si c'est quelque chose qui existe. Vous m'auriez répondu non, vraisemblablement, mais vous auriez peut-être nuancé cela. Et puis une dernière observation, après votre audition, mais
télé de ce soir, je me demandais si quelque part la CRC n'aurait pas intérêt à instaurer une traçabilité entre les recommandations, les préconisations que vous émettez et ceux à qui, en tant que prestataire de service, vous êtes un super prestataire de service un peu, à qui vous les remettez. C'est-à-dire que parfois on a souvent cette vision de rapport que vous faites 6 mois, 1 an après, où vous reproduisez parfois les mêmes préconisations, les mêmes recommandations. Ben, il va vous répondre. Je vais vous répondre, effectivement. Alors, sur les liens avec les élus, alors effectivement, je dois dire que travailler dans cette île est un bonheur, parce que les élus sont excessivement agréables, courtois. C'est pas le cas partout. J'ai rencontré des élus qui étaient assez pénibles dans le cadre de nos contrôles, imbus d'eux-mêmes. Je n'ai jamais rencontré cette difficulté, alors moi à titre personnel, et je suis sensible auprès de mes magistrats quand ils contrôlent, d'avoir un retour sur leur contrôle. On échange beaucoup sur ce qu'ils ressentent, la manière dont ils exercent leur mission. Donc de ces retours, de mon expérience de ces retours, je peux vous assurer qu'il n'y a jamais eu de pression. C'est pas non pour faire plaisir, c'est non parce que c'est la réalité. Il y a un immense respect de l'institution et je trouve que c'est pour nous une chance extraordinaire. Si je suis invité à cette émission, je me doute que c'est pas ma personne qui intéresse les gens. Tout le monde s'en moque, moi le premier. Mais c'est l'institution en elle-même. Et donc ça, c'est une reconnaissance de l'institution. Et je pense qu'effectivement, les élus ont cette reconnaissance de l'institution, qui nous oblige d'ailleurs à faire un travail de qualité. Tant qu'on fera un travail de qualité, on sera reconnu. Et tant qu'on sera impartial. Pour continuer sur les relations avec les élus, effectivement, j'essaye de mettre ce qui est mon caractère, c'est-à-dire de la bonhomie, de la courtoisie, et d'aller jusqu'à une certaine limite, de ne pas franchir, pour ne pas donner le sentiment, si vous voulez, de la partialité. Parce que dès lors qu'on risque de franchir certaines lignes, on peut prêter le flanc à certaines critiques, parce que, comme je vous l'ai indiqué, c'est quand même le président qui choisit les contrôles. Donc du coup, si certains ne sont pas faits, on va peut-être imaginer que... Donc c'est vrai que ça implique un équilibre assez subtil d'aller au contact de gens qui sont extrêmement agréables et avec lesquels on a d'excellentes relations, mais de ne pas franchir certaines limites et on n'ira pas jusque-là. Donc pas de pression sur le... Alors on va parler juste, avant de finir, d'avenir. Quel va être le nouveau rôle de la Chambre régionale des comptes, étant donné que la Corse va devenir assez rapidement collectivité unique? Alors est-ce que vous êtes suffisamment équipé, entre guillemets, pour pouvoir faire face aux missions qui vont être les vôtres? Le surcharge de travail va être importante. Alors en fait, je ne sais pas s'il y a surcharge de travail. Bon, moi je suis, comme tout le monde, si le premier président m'accorde un magistrat supplémentaire, je ne vais pas m'arracher la chemise, je vais être heureux, bien entendu. Bon, malheureusement... plaider sur les effectifs, nous sommes aussi contraints par les effectifs. Bon, la Cour des comptes est extrêmement vigilante à nous donner les moyens de fonctionner et j'ai véritablement les moyens d'exercer mes missions. C'est à nous de nous adapter aux évolutions institutionnelles. La collectivité de Corse, c'est quand même la fusion entre la collectivité territoriale et les 2 départements. Donc c'est une seule entité. Ça ne va pas nous obliger, ça va nous obliger en termes de contrôle. Ça va nous obliger à organiser différemment nos contrôles. Alors d'ores et déjà, moi, quand j'ai pris mes fonctions, j'avais rencontré les présidents d'exécutifs et je leur avais expliqué que j'envisageais de contrôler non pas la collectivité une fois tous les 5 ans, faire ce qu'on appelle un contrôle organique, mais de venir une fois, peut-être tous les ans, peut-être même plusieurs fois par an, pour faire par thème. Et c'est ce qui s'est passé pour la collectivité territoriale. Il est évident que, eu égard à l'entité collectivité de Corse, eh bien, il est très clair que nous irons, et ça sera certainement notre client permanent. Je pense même qu'à la limite, bientôt, on va demander un bureau à la collectivité de Corse pour pouvoir aller travailler, parce qu'il est clair qu'on fera, alors on va attendre évidemment que la collectivité se mette en œuvre, parce que ça va demander un travail considérable. Les ordonnances viennent de sortir, il faut les examiner. Enfin, moi, je les ai vues au journal officiel, c'est quand même assez important. Ça va demander évidemment un gros travail pour ces 3 entités pour ressembler, pour avoir une seule collectivité. Donc, en parlant de programme, il est clair que pendant cette période, on va lever le pied, on ne va pas ennuyer la collectivité territoriale et les départements en matière de contrôle. Je pense qu'ils ont autre chose à faire pour l'instant qu'à nous répondre. Après, par contre, il est clair qu'on arrivera certainement. Donc ça nous oblige à changer nos méthodes. Est-ce qu'on a assez de moyens ?
de mon côté, j'ai toujours envie d'en avoir plus, parce que comme je programme et comme c'est moi qui crée mon travail, plus j'ai d'effectifs, plus je pourrai faire de travail. En tout cas, la Chambre sera pérennisée. Il était un non, il n'y a aucun doute. S'il y a eu un moment de doute, c'était un très courte période. Et est-ce que vous souhaiteriez, à ce moment-là, voir vos prérogatives étendues, c'est-à-dire avoir des moyens de coercition plus que ce que vous avez aujourd'hui? Vous n'en avez pas aujourd'hui. Je pense pas. Non. Je pense pas. Des fois, vous n'êtes pas gêné quand on voit vos rapports, ils sont classés sans suite. Hein. Il y en a un certain nombre comme ça. Ils ne sont pas classés sans suite. Bon, vous avez noté une inflexion souvent dans les collectivités par rapport à vos recommandations? Ah, ça... C'est une école de modestie. Je ne suis pas sûr que si demain on avait la capacité d'avoir des pouvoirs de coercition, ça ne changerait pas le regard. Ça serait peut-être moins bien accueilli à ce moment-là. Alors ça, certainement. Et puis même pour nous, je pense que notre objectif, il est véritablement d'éclairer les citoyens de l'utilisation de cet argent. Après, qu'on donne des moyens complémentaires ou supplémentaires à ceux qui sont compétents pour le faire, parce que ça demande aussi des compétences, d'engager des coercitions. Il y a des moyens. Alors, on a un seul moyen de coercition actuellement, c'est le délit d'entrave. C'est-à-dire que si on ne nous donne pas les documents, on peut mettre à l'amende à 15 000 €, mais ça, on transmet à notre... Et l'article 40, qui est... Et il y a l'article 40, et puis on a... Non, on a quand même beaucoup de moyens, et je pense qu'il vaut mieux qu'on reste sur ce champ de la communication, même si, effectivement, vous avez raison, il a ses limites. Juste, dernière information que vous pourriez peut-être nous donner. Le prochain rapport, il concernera qui? Vous pouvez nous le dire? Alors, prochain rapport qui est pas loin concerne un hôpital. Bon, l'hôpital, un hôpital. Un hôpital. Ne j'irai pas plus loin, c'est déjà beaucoup. On suivra ça voilà. Avec attention. Merci en tout cas, Jacques Delmas, d'avoir participé à cette émission. Anne, Jérôme, merci à vous également. Contraste est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, avec un invité qui sera le représentant corse du vainqueur de la primaire de la droite et du centre, vainqueur que nous devrions connaître d'ici à peu près 2 heures. Voilà, buona settimana, buonasera a tutti.